Jack Ryan Ghost Wars s'ouvre sur une opération secrète aux Émirats arabes unis où une équipe infiltre une installation sécurisée pour télécharger des fichiers. Juste au moment où ils commencent le transfert, un agent nommé Nigel les avertit par radio que Crown sait déjà qu'ils sont là et exige qu'ils abandonnent immédiatement. Mais avant que le téléchargement ne puisse se terminer, des forces hostiles prennent d'assaut le bâtiment, massacrent toute l'équipe et de là nous passons à notre analyste préféré du chaos, Jack Ryan, qui vit maintenant paisiblement à New York et travaille dans un fonds spéculatif après avoir quitté la CIA. Pendant son jogging matinal, il réalise qu'il est suivi par une voiture. Il essaie de les semer à travers les rues de la ville, mais il finit par être acculé. Devant une librairie, seulement pour découvrir que la personne qui le suit est James Greer, maintenant directeur adjoint de la CIA. Jack réprimande instantanément son ancien patron de ne pas avoir simplement. Les voir tous les deux réunis à l'écran me procure une pure nostalgie. Jack sait déjà que cette visite surprise signifie des ennuis, et il essaie immédiatement de mettre fin à la conversation en disant à Greer que peu importe ce qu'il prévoit. Greer insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une proposition de recrutement pour ramener Jack à plein temps dans l'agence, mais plutôt d'un petit service administratif. Il a besoin que Jack se rende à Dubaï pour récupérer un colis de Nigel. Le contact nerveux. L'information concerne une ancienne opération conjointe entre la CIA et le MI6, où les Américains ont fini par espionner leurs alliés britanniques. Pour s'assurer que rien ne tourne mal, Greer envoie Mike November comme... Après quelques échanges d'esprit classiques entre Jack et Mike, Greer souhaite la bienvenue à Jack dans l'équipe. Jack proteste qu'il n'a jamais réellement accepté la mission, mais Greer le connaît trop bien, et les billets d'avion pour Dubaï. Bien qu'il monte à bord de l'avion, Jack sait au fond de lui qu'il s'agit d'un déploiement secret dangereux. Si ramassage, Mike ne chercherait pas à repérer des suiveurs. Et Greer aurait simplement envoyé Mike rencontrer le contact seul. Mike, cependant, est surtout ravi de vivre. Une fois sur place, Jack utilise son travail dans le fonds spéculatif comme couverture parfaite. Assistant à une réunion, lorsque les politiciens attribuent leur marché financier florissant au nouveau régime politique, Jack éclate leur bulle en soulignant que le nouveau régime a également apporté une forte vague d'hostilité internationale avec lui. Suite à la réunion, une collègue nommée Araya essaye de remonter son moral en lui disant que la présentation s'est très bien passée, bien que Jack sache qu'il y a une chimie romantique évidente entre eux, et l'équipe d'entreprise a même réservé une belle table dans un restaurant. Mais Jack doit décliner car le devoir l'appelle. L'illusion d'une simple course, ni l'agence ni Mike ne savent réellement quelles données Jack est censé collecter. Et Mike admet ouvertement qu'il garde Jack uniquement parce qu'il a désespérément besoin d'argent, ayant perdu toutes ses économies lorsqu'il a suivi le trafiquant d'armes qui a réussi à s'échapper. Jack se dirige vers les docks et localise Nigel sur un bateau, tandis que Mike reste en arrière sur le périmètre et repère une mystérieuse femme qui le suit. Nigel attaque soudainement Jack, refusant de croire que Greer en... Alors que Jack essaie de désamorcer la situation, Mike voit l'ombre féminine courir vers le bateau et dit à Jack de quitter le bateau, mais un brouillard de signal soudain bloque la transmission de l'écouteur. Voir Jack Porter un dispositif Nigel sans pont supérieur où il dit à Jack qu'il n'est pas celui qui a besoin d'être sauvé, c'est en fait Greer. Avant que Nigel puisse dire un mot de plus, un assassin hostile caché le tue. La femme que Mike poursuivait braque une arme sur Jack, exigeant qu'il lève les mains. Jack obéit pendant à peine 2 secondes avant de... Nigel a réussi à lui remettre juste avant de mourir. Malheureusement, le bateau d'évasion le plus proche appartient à l'homme qui vient de tuer Nigel, et l'assassin essaie immédiatement de jeter Jack par-dessus bord. Pour quelqu'un qui a toujours insisté sur le fait qu'il n'est qu'un analyste, Jack se débrouille remarquablement bien tout au long de la bagarre. À un moment, le bateau se dirige directement vers un énorme navire, et le tueur a les mains serrées autour de la gorge de Jack, rendant impossible d'atteindre le volant. Jack se libère juste à temps pour les détourner. Lorsqu'il parvient enfin à maîtriser l'homme et commence à poser des questions, un tireur d'élite tire un coup net depuis la côte et le tue. Le tireur, réalisons-nous, est Liam Crown, l'homme qui a orchestré le massacre des agents. Mike arrive peu après dans un bateau de sauvetage juste au moment où la mystérieuse femme réapparaît. Tenant les 2 hommes en joue et les forçant à fuir les lieux, la police de Dubaï envahit les docks. Elle les emmène dans un site noir comme Emma Marlowe, une agente du MI6. Elle révèle qu'elle sait tout sur eux, y compris l'infâme incident de Karachi, qui a conduit à la rétrogradation de Greer il y a des années. L'histoire officielle à l'époque était que Greer avait tué un atout précieux pour sauver... Après les événements du 11 septembre, une unité d'opération spéciale appelée Opération Starling
est née d'une pure rage géopolitique. Ils ont torturé des gens, mené des opérations de guerre psychologique, formé des groupes terroristes connus pour éliminer des factions rivales et accumuler des cadavres. L'atout que Greer aurait supposément tué a en réalité été torturé à mort par des agents que Greer lui-même avait formés. Lorsque les puissances mondiales ont réalisé que Starling échappait à tout contrôle, Greer a pris la responsabilité pour protéger les institutions. Jack ne connaissait absolument aucun de ce passé. Et Emma lui dit essentiellement que s'il ne veut pas que son séjour à Dubaï tourne complètement mal, il doit travailler avec elle, puisqu'elle sait clairement. Emma les emmène au Royaume-Uni, où son patron, Andrew Spears, la réprimande immédiatement pour avoir agi dans l'ombre et suivi Nigel sans autorisation. Nigel était un agent du MI6 et Emma était préoccupée par sa sécurité. Greer arrive à Londres peu après, ayant reçu un appel menaçant de Liam Crown exigeant la localisation de Jack ainsi que les fichiers Starling volés. Lorsque Greer arrive, il explique que les deux agents tués au début du film étaient Mark Whitaker, ancien de la CIA, et Greer avait fermé Starling avant même de rencontrer Jack, mais Crown, agissant en tant que contractant militaire renégat, l'a ressuscité sous sa pire forme et a recruté Wilkes dans le giron. Lorsque Wilkes a réalisé que Nigel ne pouvait pas fermer Crown directement, alors il a surveillé à travers Wilkes. Jack est furieux après avoir entendu tout cela, et lui et Greer se lancent dans une dispute très fraternelle, où Jack se plaint d'avoir été jeté aveuglément dans une opération. Greer réplique immédiatement, disant à Jack de ranger son autosatisfaction, de mener l'équipe à un briefing d'urgence du MI6. À partir d'une clé USB cryptée récupérée chez le tueur de Nigel, l'équipe trouve des images de surveillance des chaînes de montagnes du Karakoram, le long de la frontière Pakistan-Chine, mais plus importante encore, des photos de surveillance récentes. La transaction la plus récente a eu lieu il y a 4 jours, à un distributeur automatique, au coin de Middlesex Street et Harrow Place. Au moment où Greer entend l'emplacement, il le reconnaît instantanément comme Aldgate, une opération qu'il a mise de côté il y a 20 ans, Task Force conjointe, à infiltrer sous Starling, où l'objectif était. Greer exige une évacuation immédiate du pont, mais Spears refuse de paralyser Londres sur la parole d'un agent américain, surtout puisque le public britannique considère Liam Crown comme un héros national qui détient la croix Victoria. Avec la crise qui s'intensifie, la directrice de la CIA, Elizabeth Wright, est intégrée à l'affaire et Greer explique enfin toute l'histoire. Il a d'abord rencontré Crown et Nigel en route pour Karachi, lorsque le PMN prévoyait. Starling a torturé son chemin à travers le réseau du PMN jusqu'à ce qu'une confession les mène au quartier le plus riche de Karachi. Ont capturé un agent du PMN qui s'est avéré être le chef d'état-major adjoint de l'armée pakistanaise. Greer l'a interrogé, ce qui les a conduits à la planque d'Algate, mais avant que l'homme que Greer a interrogé est mort en détention, ce qui est devenu la base officielle de sa rétrogradation. Crown n'a jamais cru que la diplomatie résout quoi que ce soit. C'est toute sa philosophie, et c'est pourquoi il a maintenu Starling en activité longtemps après qu'il aurait dû être enterré. Elizabeth ne comprend pas pourquoi Crown s'en prend à eux maintenant, jusqu'à ce que Greer révèle. L'équipe se met immédiatement au travail à Londres, surveillant la planque suspecte d'Algate où il repère rapidement un opérateur louche sortant dans la rue. Mike se déplace immédiatement pour suivre la cible, réussissant à le rattraper, tandis que Jack Ryan et Emma Marlowe. À l'intérieur, ils trouvent un important stock de munitions ainsi que des schémas détaillés du Tower Bridge, mais l'ensemble de la configuration semble suspectement facile, surtout avec l'opérateur capturé insistant sur le fait que les plans ne lui appartiennent pas. Jack est au téléphone avec Greer en parlant de la facilité avec laquelle cela s'est mis en place, lorsque Elizabeth termine de régler les choses entre la direction de la CIA et du MI6 et retourne à son véhicule. Puis, les pièces s'assemblent pour Jack. Sa véritable rage est entièrement dirigée contre Greer, serait directement dirigée contre son ancien collègue. Greer réalise que le complot du Tower Bridge n'était qu'une distraction et crie à Elizabeth de s'éloigner du véhicule. Mais il est trop tard. Jack se précipite désespérément vers les décombres en flammes, craignant que son ancien mentor ait péri, mais Greer émerge miraculeusement vivant de la zone d'explosion. Pour aggraver les choses, Crown a le culot de faire un signe à Greer de l'autre côté. Poussé par l'adrénaline, Greer prend un véhicule et le poursuit à travers Londres, mais les hommes de Crown le coinçant rapidement dans les rues. Juste au moment où Greer manque de balles, Jack et Mike arrivent, une fusillade éclate, et tandis que Jack et Mike éliminent rapidement le tireur, Crown utilise la confusion pour s'éclipser dans les suites, le corps d'Elizabeth est préparé pour être rapatrié aux États-Unis.
laissant l'équipe stupéfaite par l'audace d'un assassin prêt à éliminer le directeur de la CIA. Complètement forcé hors réseau, se retirent dans un bunker souterrain sécurisé pour planifier leur prochain mouvement. Il devient évident que Crown a délibérément planté la clé USB cryptée sur l'assassin mort à Dubaï pour les mener en bateau, afin qu'une analyse des mercenaires tués lors de la fusillade dans la rue révèle qu'ils ne sont pas du tout membres du réseau radical. Au lieu de cela, ils appartiennent à Odomstitz, une organisation paramilitaire terroriste russe notoire que l'opération Starling aurait soi-disant démantelée des décennies auparavant. Crown réactive méthodiquement ses anciens réseaux terroristes pour prouver un point tordu, que c'est ce qui se passe. Greer révèle que l'objectif initial de Nigel à Dubaï était de transmettre des renseignements exploitables, qui auraient neutralisé définitivement l'opération de Crown. Alors qu'ils discutent de la chronologie, Jack découvre une couche plus profonde et plus manipulatrice de la stratégie de Crown.